7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. L'État nous doit-il quelque chose ? C'est sur cette question que tous les élèves en terminale générale de France ont planché pendant 4 heures. Cette question de philosophie nous plonge directement dans le cœur de la politique et a pour but de donner une réponse aux relations entre individus et État. Si la pensée politique semble aujourd'hui dominée par deux principales visions que sont le libéralisme et le socialisme, bon nombre de penseurs, parfois assez méconnus, souhaitent s'écarter de cette vision assez binaire de la société. En plein milieu de la campagne pour les élections législatives, cette question semble on ne peut plus d'actualité. On peut en effet aujourd'hui dénoncer l'assistanat ou encore les totalitarismes, idées qui se rapprochent facilement du sujet proposé aux élèves. C'est donc pour en parler que nous retrouvons aujourd'hui Guilain Benessa et Hervé Juvin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bon, je vais commencer par vous représenter brièvement pour nos auditeurs, mais qui doivent sûrement vous connaître. Guilain Benessa, vous êtes docteur en droit, avocat et philosophe, co-auteur de On marche sur la tête, la France, l'UE et les mensonges aux éditions de L'Artilleur. Et Hervé Juvin, bien sûr, vous êtes député européen et essayiste. Alors, on va commencer. J'ai mes souvenirs, moi, de terminale quand je préparais le bac. Et les professeurs nous répétaient inlassablement qu'il fallait commencer par définir le sujet. Alors justement, l'État nous doit-il quelque chose ? Qu'est-ce que ce « nous » désigne ? L'entièreté des citoyens, les étrangers, une masse de population ? Comment définir ce « nous » Hervé Juvin? Vous posez une question essentielle. J'ai probablement été un assez mauvais élève. Je n'ai jamais fait que ce qui m'intéressait. Ça ne s'est d'ailleurs pas amélioré. Et j'ai eu envie de faire une bonne copie ce matin pour vous répondre. C'est gentil. L'État, c'est l'État de droit. Donc ce que doit l'État, qui est une organisation parmi d'autres, au service, non pas des citoyens, mais au service de toute femme et de tout homme vivant sur cette planète, c'est de respecter les droits de l'homme, c'est d'appliquer la Charte des Nations Unies, c'est de respecter le droit international, et c'est d'agir pour que, dans tous les domaines, il faut lutter contre les discriminations, il faut assurer l'inclusion, il faut assurer le respect de toutes les minorités, il faut assurer à tout homme et à toute femme le respect de l'intégralité des droits qu'il peut indéfiniment exercer aux dépens de la collectivité qui l'accueille. Je pense que ce serait une bonne copie. Et je pense que développer ce thème me mériterait, je l'espère, au moins un 15. Bon. Je ne vais pas beaucoup vous surprendre en disant que ma véritable copie serait très différente. Ouais. Ma véritable copie, et je vais m'arrêter là, commencerait par ces deux phrases que je crois fondatrices. Celle de Louis XIV sur son lit de mort, « Je meurs, mais l'État subsistera toujours », et celle peut-être plus importante du général de Gaulle au premier garde des Sceaux, Jean Foyer, attestée par Alain Perfit. D'abord la nation, ensuite l'État, après le droit. Et je terminerai simplement d'une phrase. Nous avons assisté au cours de ces dernières années à un coup d'État du droit contre l'État et contre la nation, qui fait qu'en gros on donne un chèque en blanc à toutes celles et à tous ceux qui le réclament, à payer par les collectivités capables de l'honorer, ce qui constitue une destruction de la nation, un affaiblissement de l'État. Je crois que malheureusement en France, nous commençons d'en voir les conséquences. Guilain Benessa, vous venez d'entendre Hervé Juvin, qui parle notamment de coup d'État du droit. Vous êtes docteur en droit, justement. Alors, avez-vous une réaction, j'imagine que oui, à ce qu'il vient d'être dit? Alors, j'aime bien ce que vient de dire Hervé Juvin pour une chose simple, c'est que la question qui se pose, c'est la question de savoir si on rend une bonne ou une mauvaise copie. Ça me semble une accroche intéressante. Alors, pour ma part, j'ai envie de poursuivre par un totem de la philosophie qui me semble fondamental lorsqu'on aborde ces questions, fondamental dans l'histoire, mais dont on ne se rend pas vraiment compte des modifications avec le temps. Je m'explique. Quand vous me dites, quand j'ai lu la copie Liselotte que vous m'avez envoyée, la question que vous m'avez soumise hier, je n'avais pas encore vent de la question qui était tombée au bac. Évidemment, le penseur par essence de la question, c'est Thomas Hobbes, évidemment. Donc, tout bon étudiant, à mon avis, ou lycéen devrait commencer par là. C'est-à-dire que on apprend, si on apprend encore bien la philo à l'école, ce dont j'ai beaucoup de doutes à ce sujet, mais passons. On apprend que l'État, ou plutôt même une organisation telle que l'État, c'est-à-dire le fait d'avoir un souverain qui détient les compétences
que le peuple lui confie, d'accord? Parce que c'est une relation dans laquelle, en réalité, nous confions nos compétences que nous détenons par nature, hein, c'est-à-dire notamment notre liberté à un souverain qui, en contrepartie, assure sécurité et protection des citoyens qui lui confient cette liberté par nature. Ce qui fait qu'il y a une relation par essence avec l'État dont nous devrions nous rappeler tous les jours, qui est que nous acceptons de nous déposséder de notre liberté au profit donc du souverain, ce que Hobbes appelait le Léviathan, et ce Léviathan, en contrepartie, assure sécurité, protection, autorité, etc. En gros, il fait de nécessaire, comme tout le monde le rappelle toujours ad nauseam, il fait de nécessaire ce souverain pour qu'il n'y ait pas la guerre de tous contre tous. C'est l'équation fondamentale de la question de l'État dans une copie de philo, on va dire, de base. Mais il y a deux problèmes à cela que nous voyons tous les jours aujourd'hui. Premièrement, j'observe que le fameux ensauvagement dont nous parlons régulièrement, nous a largement fait saisir que dans de multiples endroits, notamment en France, hein, dans tout ce qu'on appelle maintenant les territoires perdus de la République, l'État est incapable d'assurer protection, autorité, etc., puisqu'en réalité, il y a des poches des poches de tribalité, des poches de communauté islamique, etc., qui gangrènent le territoire, ce qui veut dire que nous avons confié notre liberté à un souverain qui n'assure plus sa fonction de souverain. Donc ça veut dire que l'État n'est plus vraiment un État. On peut même se poser la question de savoir si on n'a pas un État failli en France d'une certaine manière ou un début d'État failli, ce qui est terrible en soi. Hein. Un État failli, c'est-à-dire un État qui n'est plus en mesure d'assurer les compétences essentielles, notamment le régalien, d'accord, sécurité, autorité, etc. Et deuxièmement, j'observe surtout aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment, si j'avais rendu une bonne mauvaise copie, c'est-à-dire une copie qui pense mal, j'aurais surtout imaginé que s'il y a un État partout, parce qu'en fait, on a de plus en plus d'États, mais en fait, l'État si vous voulez, la question, c'est est-ce qu'il nous doit quelque chose? L'État ne nous rend plus ses fonctions essentielles, ne nous rend plus ses services essentiels, c'est-à-dire, il ne fait plus autorité, sécurité, etc. Par contre, l'État aujourd'hui est devenu un distributeur de droits, c'est-à-dire qu'il reconnaît l'existence de toujours plus de droits au profit des minorités, dans cette espèce d'État à la fois obèse et diversitaire qu'on conçoit, raison pour laquelle on a notamment des ONG, des associations, etc., qui sont largement alimentées en subventions pour faire leur basse besogne. Ce qui veut dire qu'on a un État très faible qui nous doit beaucoup mais ne le fait plus sur le domaine de la sécurité par exemple, mais un État obèse et qui fait beaucoup peut-être très mal dans des services qui n'ont rien, ou plutôt sur des plans qui n'ont strictement rien à voir avec les fonctions essentielles qu'il devrait théoriquement assurer. Je me retourne vers vous dans un instant, Guy Benessa et Hervé Juvin. Tout de suite, c'est l'heure du bulletin d'actualité avec Adèle Rosner. Ligne droite. Chevalier de la table ronde. Oui, oui, oui. Non, non, non. La table ronde. Hervé Juvin, Guilain Benessa parlait à l'instant d'un État qui serait distributeur de droits. Justement, si l'État doit quelque chose à l'individu, on pourrait facilement tomber dans cet État-providence. N'est-ce pas ce genre d'État que souhaite le nouveau Front populaire, par exemple ? Si, très probablement, mais en oubliant ce qu'a été la mission historique de l'État pour la France. On dit souvent qu'à la différence d'autres grands pays, par exemple l'Allemagne, l'Italie, évidemment la Grande-Bretagne, l'État a précédé la nation. On pourrait remonter aux légistes, on pourrait remonter à Jean Bodin. Je pense, et c'est ce qu'indique Marcel Gauchet dans son enquête sur le malheur français, ce qui s'est passé d'essentiel en France, c'est au moment des guerres de religion, quand, et notamment le grand siècle de Louis XIV, affirme que l'État est au-dessus des religions. Être français, appartenir à la communauté nationale, c'est au-dessus d'être catholique, calviniste, etc., etc. Je pense que c'est absolument fondamental. Et quelque chose qui doit apparaître dans une bonne copie sur ce sujet-là, c'est que l'État, ça n'est pas parachuté de nulle part. Oublions les sortilèges de la globalisation naïve. Nos États, nos nations ont une histoire. Et quelque part, et cela vient d'être dit, quelque part l'État a une fonction de protection de nos libertés, l'État a une fonction de sécurité, l'État a aussi la fonction de transmettre notre identité dans le temps. Je pense qu'une bonne copie doit s'attacher à cela. Et pour prolonger la réflexion qui venait d'être faite avant le bulletin d'actualité, dans les grands sujets du débat politique actuel, il faut prendre en compte le démembrement de l'État auquel auront procédé les gouvernements présidés par Emmanuel Macron.
Ce démembrement de l'État, j'en vois une preuve manifeste dans un livre qui vient d'être publié en Grande-Bretagne et qui indique qu'en 2021, le montant des prestations des cabinets de conseil en France, c'est 2,5 milliards d'euros. Là, en 2018, c'était seulement 550 millions d'euros. Ça veut dire qu'en 4 ans, on a pratiquement multiplié par 5 le recours au cabinet de conseil, au moment même où on supprimait les grands corps d'expertise de l'État. On a supprimé le corps des mines, on a supprimé le corps des ponts, on a supprimé l'ENA, on vient de supprimer le corps des diplomates français. Tout cela pour transférer au privé les compétences de l'État, ce qui est extrêmement grave parce que c'est une menace sur la continuité de la nation. On voit bien quel est le jeu d'Emmanuel Macron et de ses gouvernements, c'est de donner au privé tout ce que le privé désire. On peut imaginer, comme le fait l'ouvrage que je citais, The Big Con, qui vient d'être publié par Collington et Mazzucato en Grande-Bretagne, on peut imaginer que ça donne lieu à une corruption absolument massive. Mais ce qui m'apparaît beaucoup plus grave, c'est la destruction systématique de l'État qui a été entreprise depuis la présidence d'Emmanuel Macron. Nous en subissons les conséquences, évidemment en matière de tenue des frontières, évidemment en matière de déficit public, mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que des compétences d'expertise sont perdues et il faudra probablement longtemps, peut-être une génération, pour les reconstruire. C'est probablement l'élément le plus grave et le plus négatif de la politique de destruction de l'État systématiquement poursuivie depuis 7 ans. Guilain Benessa, Hervé Juvin vient de parler d'histoire. L'histoire est vraiment importante en politique, tout le monde le sait. Est-ce que justement des problèmes actuels ne viendraient pas d'un certain oubli de notre histoire philosophique, une certaine rupture avec les anciens, avec Aristote et Platon, qui sont par exemple des maîtres en philosophie politique? On ne vous entend pas, Guilain Benessa. Oui, vous nous entendez, Oui, Guilain? oui, très bien, oui. Oui. Alors, incontestablement, parce que, si vous voulez, il y a des leçons essentielles qui, en fait, ont parcouru les âges et désormais ont été coupées, comment dire, érodées, et à chaque fois, ou alors, comment dire, travesties. Je prends un exemple très simple. Alors, je ne remonte peut-être pas à Platon et à l'Antiquité, mais je prends un exemple du travestissement de la philosophie, notamment par la gauche et par l'école, hein, à qui j'en veux beaucoup là-dessus. Je prends un exemple simple, c'est que la gauche a un auteur fondamental, ou un auteur de chevet sur les questions de l'État ou la communauté nationale, qui est Jean-Jacques Rousseau. Alors, je vous avoue que je suis un rousseauiste contrarié, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus, mais ce qui est fondamental, c'est que lorsqu'on lit le contrat social, donc l'ouvrage majeur de Rousseau sur la question, mais aussi son second discours, j'intime les auditeurs à lire notamment les 2 premiers discours, notamment celui sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes de Rousseau, texte majeur et merveilleux d'ailleurs, avec une langue, vous savez, une langue française absolument superbe. Mais Rousseau a un point aveugle dont on ne parle absolument jamais, c'est qu'il finit son contrat social avec une donnée essentielle, c'est celle de la religion civile. Et Rousseau dit bien clairement à la fin de son ouvrage que, si vous voulez, l'assemblage, c'est-à-dire l'État, concrètement le législateur, ce qu'il appelle aussi le légisfacteur, celui qui fait la loi, le constituant, la communauté nationale, les citoyens, donc l'articulation de l'État en tant que tel ne peut pas tenir s'il n'y a pas un ciment qui agrège le tout et qui s'appelle la religion civile. Ce qui signifie qu'il ne faut pas simplement obéir aux lois. Il doit y avoir un esprit qui lie les citoyens à leurs institutions et à l'État. Ce qui veut dire que cet esprit-là, il fait que l'État n'est pas neutre, n'est pas juste, vous savez, une chose éthérée, abstraite, une espèce de construction juridique. Il doit y avoir cet esprit. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on nous dit, vous savez, l'État, c'est un grand tout distributeur de droits, un grand tout qui ne distingue pas entre notamment la communauté nationale et l'étranger, un tout qui notamment n'a pas le droit de penser la préférence nationale, ça va à l'encontre même de l'État selon Jean-Jacques Rousseau, qui nous dit bien qu'il faut cette religion civile, c'est-à-dire cette relation particulière entre un national et l'État. Mais vous voyez qu'en oubliant, par exemple, cette notion de religion civile, en l'occultant, la leçon philosophique du rousseauisme est devenue une espèce de profil bac de mauvaise qualité, où on a l'impression qu'il y a juste des droits à donner à des citoyens qui ont toujours plus de facultés pour contraindre l'État à faire ce qu'il souhaite. Ce qui est une absurdité sur le plan du rousseauisme, si je puis dire. Et là où je me permets, Liselotte a commencé en parlant des philosophes dont on parle assez peu et qui pensent différemment. Je pense profondément qu'un auteur comme Laurent Oberton aujourd'hui, qui travaille sur l'ensauvagement depuis longtemps,
On aura peut-être l'occasion d'en parler, lui et moi, un jour, j'espère d'ailleurs. Laurent Oberton, en fait, je pense que son idée, aujourd'hui, de plus en plus, il part du principe que, j'ai l'impression, je le fais parler un peu là, mais que l'État faisant très mal les choses de plus en plus, il fait très mal le régalien, en fait, il se fait grignoter par des seigneuries concurrentes, par des tribalités concurrentes, notamment islamiques, mais pas que, et en réalité, il donne beaucoup aux minorités. Oberton dit la chose suivante, c'est que finalement, il faut se défendre soi-même contre l'État. C'est-à-dire il faut se préparer. Et notamment, il faut revenir sur la légitime défense. Il faut se rappeler que l'humain, l'homme, détient une liberté par nature qu'il peut exercer contre potentiellement un mauvais État. Notamment si demain l'État est dans des mauvaises mains en quelque sorte. Je pense que là, nous détenons un lien avec ce qu'on appelle souvent les libertariens aux États-Unis, c'est cette philosophie profonde que je trouve très intéressante et très composite. D'ailleurs, il y a des auteurs de gauche, des auteurs de droite, les libertariens qui justement considèrent que l'État par essence fait mal, parce que l'État peut toujours, si vous voulez, l'État oblitère, détruit les libertés et la créativité humaine quelque part, et donc du coup, il s'agit pour les individus de se défendre contre l'oppression potentielle de l'État. J'ai pas dit que j'y suis favorable du tout, évidemment, mais c'est le signe, pour moi, notamment chez Oberton, mais pas que, c'est le signe d'un État en train de crever, parce que c'est un État, notamment en France, qui est tellement concurrencé par ce que j'appelle souvent des seigneuries concurrentes, des nouveaux seigneurs, qui sont ces tribalités sur tous ces territoires perdus. En fait, l'État s'est laissé désagréger. Résultat des courses, il est presque logique que les individus se disent, finalement, quelque part, je sors mon pistolet et je commence à me défendre. Vous savez, les fameuses milices d'autodéfense qu'on voit venir en France, parce que plus personne n'a confiance en l'État. L'esprit de l'État, l'esprit de la communauté nationale est mort, et quelque part, en ne rappelant pas qu'il devait exister cette religion civile, on en vient à un État au bout qui crève et qui oblige les citoyens à faire le boulot eux-mêmes. C'est une dérédiction, une perte de l'État. L'État failli, quelque part, conduit à une sorte de philosophie libertarienne quotidienne. Alors effectivement, on parle de cet essor du mouvement libertarien. Hervé Juvin, on pourrait parler de Javier Milei qui a été élu en Argentine et qui est pour le moment probablement l'un des meilleurs représentants de ce mouvement. Cette tendance est-elle la solution à bon nombre de nos problèmes actuels ? D'abord, l'État failli, ça n'est pas un constat, l'État failli, c'est un projet. Je me souviens du proche de Ronald Reagan qui disait « il faut réduire l'État à un verre à dents et il faudra jeter le verre ». Le projet de destruction de l'État, c'est un projet systémique, c'est un projet qui sert la globalisation américaine, c'est un projet qui entend faire de l'État l'équivalent d'une grosse ONG, d'une fondation parmi d'autres, en enlevant à l'État l'ensemble de ses privilèges, et notamment celui constitutif de la religion de l'État, qui est la raison d'État. La raison d'État peut être au-dessus du droit et au-dessus de la loi. Or, on assiste manifestement à un assujettissement de l'État. C'est par exemple la recherche d'autorité du tribunal pénal international, au-dessus des nations, au-dessus des États et au-dessus de la raison d'État. Mais on assiste aussi au démembrement de l'État par tout ce qui s'apparente aujourd'hui en France à une colonisation, essentiellement par les intérêts américains, par les GAFAM, BlackRock, McKinsey, etc., etc. Alors, on a parlé de la religion de l'État. Je crois qu'il faut remonter un peu en arrière et je pense qu'il faut s'interroger sur ce que sont les libertés ou ce qu'est la liberté. Et quand on s'interroge là-dessus, on retrouve très vite Benjamin Constant. On retrouve très vite les phrases fondamentales de Benjamin Constant. La liberté politique, c'est-à-dire la liberté d'une communauté humaine à se donner ses propres lois, à assurer sa sécurité sur son territoire et à tenir ses frontières, c'est la liberté des anciens. La liberté des modernes, elle est universelle et c'est la liberté de l'individu. Et on voit bien que Benjamin Constant, on est au tout début du 19e siècle, on est au moment de l'apogée de Napoléon. Benjamin Constant trace une ligne dans l'histoire qui continue de nous porter. Benjamin Constant, quand il affirme que la liberté moderne, c'est la liberté de l'individu, Benjamin Constant dit qu'en gros, le rôle de l'État doit diminuer, que l'État, ça doit se confondre avec l'État de droit, c'est-à-dire il doit assurer des droits à tout le monde sans considération de nationalité ou de citoyenneté, ce qu'on voit très bien s'appliquer aujourd'hui dans les prétendues injonctions du droit international, qui interdit progressivement de faire toute différence entre un citoyen français et quelqu'un qui n'est pas français. Or, à quoi répond une nation et que sert l'État si ça n'est pas précisément à faire la différence entre celui qui est citoyen et celui qui ne l'est pas ?
Ce démembrement de l'État, pour moi, il trouve ses origines dans les réflexions de Benjamin Constant. C'est un basculement de notre histoire et c'est quelque part une des fondations du libéralisme tel que nous l'avons connu, et nous ne pouvons que nous réjouir de l'État protecteur des libertés. Mais aujourd'hui, l'État failli ne protège pas nos libertés et je ne ferai pas confiance à un capitalisme devenu totalitaire pour protéger nos libertés de citoyens. Guilain Benessa, on voit qu'on parle d'État failli, de crise de la démocratie. Est-ce qu'une réponse à cette crise ne serait pas un abandon du mode de société que l'on connaît à l'heure actuelle ? Est-ce qu'un penseur comme Théodore Kaczynski peut-il nous éclairer sur le sujet ? Alors, Kaczynski, j'ai entendu parler. Je vous avoue que je n'ai pas encore passé vraiment du temps là-dessus. Donc, je ne vais pas gloser. Je déteste gloser sur des auteurs que je ne connais pas. C'est comme, vous savez, il y avait un type qui a fait fureur en librairie avec un bouquin qui s'appelait Parler des films qu'on n'a pas vus. Donc, là, je vais éviter ce type de détournement, on va dire, ou de twist. En fait, sur le modèle de société, si vous voulez, je pense que nous vivons une grande bascule qui remonte à la fois, et M. Juvin a raison, qui est très très longue sur un temps, on va dire, philosophique ou philosophico-historique. Mais je pense aussi que vous parliez tout à l'heure, faisiez le lien avec entre la politique du New Deal, de mémoire, je crois, et le Front populaire, enfin le nouveau Front de gauche, ou le nouveau Front populaire, c'est-à-dire on vit sur les brisées d'un État-providence et du New Deal notamment, je parle de Roosevelt, la grande politique du New Deal, on vit sur les brisées de modèles de société à la fois caricaturaux et simples à comprendre. C'est-à-dire d'un côté, l'interventionnisme de l'État, c'était Roosevelt qui dit concrètement, pour lutter contre le chômage, il faut mettre en place des politiques de relance faites par la consommation, des grands travaux, etc., la grande politique du New Deal. Et en même temps, on a, aux États-Unis, mais pas que, on a ce mouvement de repli, ce mouvement fondé sur l'individu qui, finalement, réclame rien du tout. Plutôt, réclame de ne rien réclamer, c'est-à-dire, à l'origine, dit « l'État, j'en veux pas, je fais ce que je veux ». Vous savez, quand on parle des libertariens, quand vous parlez de Javier Milei tout à l'heure, Liselotte, c'est vrai que Javier Milei l'est en termes politiques, mais il faut rappeler quand même que une autrice telle que Ayn Rand, qui avait écrit La source vive ou La grève il y a quelque temps maintenant, écrivait, qui est quand même la source des libertariens à l'époque, elle veut lutter contre la question de l'État, non pas simplement parce que l'État fait trop, mais parce que l'État oppresse l'individu. L'individu, le génie individuel, c'est la créativité, c'est la liberté, c'est le fait de vouloir agir, et quelque part, l'État norme, l'État oblige, l'État contraint, l'État casse. Là où j'en fais une vraie... si vous voulez, je trouve qu'on vit une mutation. Ce que je disais, c'est que je prends le cas de l'Europe, sur lequel j'ai écrit dans mon dernier bouquin. Je pense que l'Europe est une espèce d'embryon, ou plutôt d'illustration de ces mutations. Pourquoi ? Parce que l'Europe, à la fois, vient d'une conception totalitaire de l'État, je le crois vraiment. C'est-à-dire que, vous savez, Hegel, le grand auteur allemand, Hegel disait que l'État, c'est la totalité en acte, c'est-à-dire l'État, c'est la résolution de la résolution. C'est-à-dire on ne peut pas vivre sans un État, l'État étant l'organisation par excellence, par nature, par excellence, qui permet de mettre en jeu, à la fois de penser ce qu'il appelait la totalité, et en même temps la singularité, une espèce de relation entre l'individu et l'organisation politique. Donc l'État, pour les Allemands, c'est tout. Et Hegel l'a bien montré. Et qu'est-ce que l'Europe ? C'est à la fois un État complètement fou. L'Europe est à la fois l'organisation la plus totalitaire qu'on ait connue depuis longtemps. Elle essaye de s'enchevêtrer, de penser dans nos moindres recoins. Vous savez, elle pense l'intime, elle pense les droits créances, elle pense les minorités, elle pense la diversité, elle nous interdit d'agir, elle remplace nos règles, elle remplace nos normes, elle se superpose au souverain. L'État, je pense vraiment que l'Europe a quelque chose de totalitaire et de soviétique, réellement, dans son inflation de paperasse, de normes, etc. Mais en même temps, l'Union européenne n'a aucune identité, aucune substance, rien du tout. Elle est à la fois le stade terminal de l'histoire. Une organisation qui n'a ni substance, ni valeur, ni histoire, parce qu'elle rejette ses racines chrétiennes, elle rejette son histoire. Donc elle est cette grande mutation d'une pensée soviétique, totalitaire, presque totalisante, je veux dire presque totalitaire, et en même temps, elle se refuse complètement à avoir la moindre racine, la moindre substance. C'est le délire même d'un déracinement de l'homme par rapport à l'homme, d'un déracinement de notre existence par rapport à notre essence, d'un arrachement de l'histoire. Et dans ces mutations-là, je pense que vous savez, en fait, qui rejoint largement Somewhere et Anywhere aussi, ceux qui sont ancrés de David Goodhart, ceux qui sont quelque part contre ceux qui sont partout quelque part. Je pense que dans cette espèce de conflictualité aujourd'hui, nous vivons absolument parce que
avec les élections législatives qui viennent, les somewhere sont en train d'expliquer aux anywhere qu'ils existent toujours. Ceux qui sont ancrés sont en train de dire mais attendez, j'ai le droit de voter, j'ai mon existence, j'ai ma substance, je vis quelque part dans le Poitou, dans le Pas-de-Calais, dans le Poitou-Vin, en Bourgogne, et quelque part je vais expliquer à ces élites mondialisées, sans substance mais en même temps soviétiques, je vais les congédier et les faire sortir de l'histoire. Eux-mêmes qui rêvaient d'en sortir avec leurs grandes valeurs. Et je pense que dans ce conflit-là aujourd'hui, tout se joue. Hervé Juvin, vous êtes vous-même député européen, vous venez d'entendre cette diatribe de Guilain Benessa contre l'Union européenne. Qu'est-ce que vous pourriez y répondre? Et puis ensuite, nous passerons à une autre question par Élie. J'ai bien entendu l'Union européenne et pas l'Europe comme forme de l'État totalitaire peut-être rêvé par Hegel. Mais c'est un État totalitaire qui travaille à sa propre destruction, en tout cas à la destruction de l'État tel que nous le voulons et tel que nous le connaissons, protecteur des citoyens et protecteur des somewhere. Vous le savez, j'ai créé le mouvement des localistes. J'ai créé le mouvement des localistes parce que je crois, et je le vois, et je le constate un peu partout en Europe, et évidemment beaucoup en France aujourd'hui, que nous assistons en effet à la reprise de voix d'autorité de ceux qui ont été étouffés depuis longtemps, qui sont ceux qui sont attachés à un territoire, et quelque part ceux qui disent chez nous. Ce qui me paraît très important dans ce que nous disons sur l'État aujourd'hui, c'est que l'État a été subverti, l'État est au service de la colonisation de nos nations européennes par des intérêts qui nous sont étrangers, et l'État est devenu, notamment en France, l'instrument de la colonisation de la France. Et l'élément de destruction de tout ce qui faisait qu'une identité française ou une identité européenne disait quelque chose, permettait de conserver ce à quoi les Français et les Européens sont légitimement attachés, et promettait en quelque sorte cet État au service d'un capitalisme totalitaire de dissoudre nos sociétés, de dissoudre nos libertés politiques dans le grand tout mondial. Je pense que c'est l'évolution politique la plus importante de ces dernières années. Je pense que c'est un clivage qui est faussé par les héritages politiques anciens, parce qu'on voit bien que ça transcende le clivage gauche et droite. Je vous rappelle que le Parti communiste de M. Marchais, dans les années 80, avait considérablement protesté contre l'arrivée en masse d'immigrés qui, pour eux, pour le Parti communiste de l'époque, détruisaient les conditions salariales, détruisaient les droits des travailleurs et menaçaient la communauté de travail. La gauche d'aujourd'hui semble bien l'avoir oublié. Mais ces clivages qui m'apparaissent très profonds contre la colonisation par le capitalisme international, contre la destruction des compétences de l'État, de l'autorité de l'État, et naturellement pour le maintien des frontières et pour le maintien des singularités de nos territoires, je pense que c'est le combat de demain, et c'est un combat qui, je le répète, transcende très largement les partis et les alliances, qu'elles soient de gauche ou de droite d'aujourd'hui. Hervé Juvin, pardonnez-moi, je vous avais promis une dernière question et on me dit dans l'oreillette que malheureusement nous arrivons au terme de cet entretien. Trop court vu le sujet. Merci beaucoup à vous Hervé Juvin. Donc, je rappelle que vous êtes député européen et essayiste. Merci d'avoir été parmi nous. Et un grand merci à vous aussi Guilain Benessa. Vous êtes docteur en droit, avocat et philosophe, co-auteur de On marche sur la tête, la France, l'UE et les mensonges aux éditions de l'Artilleur. À très bientôt à tous les deux, on l'espère, pour poursuivre cette discussion passionnante. Et merci à Élie d'avoir mené cet entretien avec moi.